Au sommaire de cette édition, le Maroc a salué son retour au sein de l'Union africaine comme une décision historique et une victoire diplomatique. En Côte d'Ivoire, c'est ce mardi que s'ouvre le procès des disparus du Novotel. Dans le cadre de cette affaire, 10 personnes comparaissent devant la cour d'assises d'Abidjan. Et puis en Tanzanie, 15 mineurs coincés à 35 mètres de profondeur à la suite de l'effondrement d'un puits de mine d'or artisanal ont été secourus après au moins 2 jours sous terre. Après 33 ans d'absence, le Maroc est de retour au sein de l'Union africaine. Ce retour a été approuvé par 39 des 54 pays membres de l'organisation réunis en sommet à Addis Abeba en Éthiopie. Loin de là, à Rabat, la capitale du Maroc, la nouvelle est accueillie avec enthousiasme. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour tous ceux qui appartiennent à ce continent. Ce retour est important pour des raisons historiques, culturelles, géographiques et stratégiques. Le Maroc est un pays africain et il appartient en premier lieu à l'Afrique. Nous connaissons tous le dossier du Sahara marocain et c'est une opportunité pour le Maroc pour restituer sa place en Afrique. La confortable majorité obtenue au cours du vote est une occasion pour le Maroc pour aller de l'avant et pour mettre fin à ce boycott. Le Maroc a toujours appelé les pays africains et arabes à s'unir. Aujourd'hui, nous avons réussi à concrétiser cet esprit et il s'agit d'ailleurs d'un bon début pour une bonne collaboration sud-sud entre le Maroc et son origine, qui est le continent africain. Le Maroc n'a jamais coupé les liens avec ses origines. Fin de la mission de Nkosazana Dlamini Zuma à la tête de la Commission de l'Union africaine. Le ministre tchadien des Affaires étrangères Moussa Faki Mahamat lui succède car ayant été élu lundi à l'issue de plusieurs tours du scrutin. Il aura fallu 7 tours de scrutin pour départager les 5 candidats en lice. L'élection de Moussa Faki Mahamat à la tête de l'exécutif de l'Union africaine marque un probable recentrage des discussions autour des questions de paix et de sécurité dans une Afrique qui souffre de nombreuses crises. Pendant ce temps, le bilan de sa prédécesseur est très critiqué sur ces thématiques. En tant que leader de l'Union africaine, elle a été très discrète. Elle n'est pas la personne la plus bavarde. Peut-être faut-il un certain niveau d'agressivité à cette position parce que vous traitez avec des États qui pourraient ne pas trouver intéressant de suivre ce que l'Union africaine veut réellement dans la paix et la stabilité. Nkosazana Dlamini Zuma est en lice pour succéder à son ex-époux, le président sud-africain Jacob Zuma, à la tête de l'ANC, le Congrès national africain. Mais des analystes s'interrogent sur sa capacité à briguer la magistrature suprême du pays arc-en-ciel. S'il n'y avait pas eu de querelle interne au sein de l'ANC, on spécule que le président Jacob Zuma voulait étendre son emprise sur le pouvoir en veillant à ce que son ex-femme Nkosazana lui succède. Le fardeau est le nom Zuma en lui-même. Je ne suis pas sûr que les membres de l'ANC soient prêts à avoir un autre épisode de l'administration Zuma. Le nouveau président de la Commission de l'Union africaine est un fidèle du président tchadien Idriss Déby Itno, qui a quitté lundi la présidence tournante de l'Union africaine, remplacé par son homologue guinéen Alpha Condé.
La force déployée en Gambie par la CEDEAO a procédé à une saisie d'armes et de munitions découvertes dans un domicile privé de l'ex-président Yahya Jammeh. Selon le commandant de cette force ouest-africaine qui a rendu publique la nouvelle, le chef d'une unité d'élite de l'armée gambienne, le général Bora Colley, a aussi été arrêté au Sénégal voisin lors de ces opérations. Par ailleurs, 4 membres de la garde personnelle de Madame Jammeh, l'ayant accompagnée en exil et qui tentaient de revenir en Gambie, ont aussi été interpellés dans la ville sénégalaise de Karang, frontière de la Gambie. L'affaire des disparus du Novotel connaît un nouvel épisode. 10 personnes, dont 8 militaires, comparaissent à partir de mardi devant la cour d'assises d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Le procès se déroule au palais de justice de Yopougon, un grand quartier d'Abidjan, et doit durer 2 à 3 semaines. L'affaire des disparus du Novotel avait défrayé la chronique en 2011, en pleine crise post-électorale ivoirienne, lorsque 4 hommes, parmi lesquels 2 Français, avaient été enlevés puis assassinés. Selon l'acte d'accusation, 5 des 10 accusés, dont le général Bruno Dogboblé, commandant de la garde républicaine à l'époque, sont poursuivis pour séquestration et assassinat. Les 5 autres sont poursuivis pour enlèvement et ou disparition de cadavres. Pour la petite histoire, le directeur de l'hôtel Novotel d'Abidjan, Stéphane France Diripel, Yves Lamblin, directeur général de SIFCA, plus grand groupe agro-industriel ivoirien et figure du patronat local, son assistant béninois Raoul Adeossi et le malaisien Chelia Pandian, directeur général de Sania, filiale de SIFCA, avaient tous été enlevés par un commando militaire le 4 avril 2011 à Abidjan lors des combats. Leurs corps ont été retrouvés torturés et sans vie. C'est par ces cris de ralliement que la communauté musulmane du Bénin a affiché son opposition à la décision des autorités interdisant les cultes dans les rues. Nous disons qu'il est impératif d'éviter les provocations. Nous rappelons au gouvernement que la prière des musulmans les vendredis, comme les différentes manifestations des autres religions sur le domaine public, n'a jamais constitué au Bénin un trouble à l'ordre public. Cette mesure entre dans le cadre de la libération des espaces publics en cours. Mais pour la communauté musulmane, c'est une restriction des libertés de culte que le président de la République ne saurait tolérer. Si le président de la République ne réagit pas pour nous laisser prier comme on a toujours l'habitude de prier, c'est qu'il ne doit plus compter sur notre soutien. Les honorables députés, fidèles musulmans et autres acteurs du droit se sont succédés pour dénoncer et ébaucher des approches de sortie de crise. Je suis solidaire de tout ce qui a été dit avant moi et que je participerai à mon niveau à la résolution de ce problème qui vient en ajouter à d'autres, à une situation que nous connaissons, que nous vivons dans notre pays. Face à la détermination des uns et des autres, la journée du vendredi s'annonce tout sauf d'ordinaire dans et devant les mosquées si rien n'est fait. Chaque année, au mois de janvier, élèves et étudiants commémorent la journée des martyrs. Nous pensons que pour résoudre tous les problèmes de ce pays, il faut penser à l'éducation. L'éducation est un élément indispensable pour la relance économique, pour le développement d'un pays. Les dépenses occasionnées par le couronnement de l'ex-empereur Bokassa ont asséché les caisses de l'État. La conjoncture économique est difficile. C'est dans ce contexte particulièrement sensible que le monarque prenait un décret pour rendre obligatoire à l'école le port
de l'uniforme. Élèves et étudiants descendent dans les rues de Bangui pour protester contre cette mesure. La manifestation est violemment réprimée par la garde prétorienne de Bokassa. Après la chute du monarque, les nouvelles autorités décrètent le 18 janvier journée des martyrs. C'est un devoir qui restitue l'histoire de la République centrafricaine. Vous savez, l'histoire de la République centrafricaine s'est construite avec la jeunesse, avec toutes les couches vives de la nation. Après la répression de la manifestation, les Centrafricains ont tourné la page. Aujourd'hui, ils veulent la paix et la réconciliation entre toutes les filles et tous les fils de Centrafrique. Après au moins 2 jours sous terre, les mineurs coincés à 35 mètres de profondeur à la suite de l'effondrement d'un puits de mine d'or artisanal de la province de Geita, dans le nord-ouest de la Tanzanie, ont été secourus ce dimanche. Selon les médias locaux, les 15 hommes, dont 14 Tanzaniens âgés de 19 à 33 ans et un Chinois, avaient été extraits de cette mine exploitée par une entreprise chinoise. La vie était si dure en bas. Nous attendions que quelqu'un vienne nous secourir. Au fur et à mesure que les jours passaient, la situation ne faisait qu'empirer, ce qui nous a forcés à nous nourrir de racines d'arbres. Tandis que j'étais occupé à travailler sur une machine, quelques heures avant, j'ai entendu un bruit étrange. Puis il y a eu une coupure de courant. J'étais alors au 3e sous-sol et soudainement j'ai entendu nos amis crier et nous appeler pour que nous remontions au 2e sous-sol. Mais le temps que l'on arrive, l'entrée était fermée et le niveau de l'eau a commencé à monter, coulant du tuyau. Nous sommes restés là, sans nourriture ni eau, 2 jours durant. La Tanzanie est le 4e producteur africain d'or et le métal précieux est l'une des principales sources de devises du pays. Les effondrements de puits de mines artisanaux y sont fréquents, les mineurs n'ayant souvent pas les outils et matériaux nécessaires pour les étayer convenablement. En novembre 2015, 5 mineurs avaient été retrouvés vivants après être restés coincés 41 jours à 100 mètres sous terre à la suite de l'effondrement d'un puits de mine près de la ville de Shinyanga dans le nord-ouest de la Tanzanie. Les adversaires des demi-finales de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football organisée au Gabon sont connus. Il s'agit des étalons du Burkina Faso qui rencontreront le mercredi 1er février à Libreville les septuple champions d'Afrique, les pharaons d'Égypte, vainqueurs des Lions d'Atlas du Maroc par un score d'1-0. Une rencontre qui s'est jouée au stade de Port-Gentil. Alors que le duel des quadruples champions d'Afrique, les Lions indomptables et les Black Stars du Ghana aura lieu le 2 février 2017 au stade de la Rénovation à Franceville. Pour les Camerounais Albert Roger Miller et Bill Chateau, tous anciens Lions, le match contre le Ghana se jouera comme les autres matchs. C'est un match comme tous les autres. Nous allons prendre ce match-là comme nous avons pris les autres matchs. Et si on a possibilité de scorer avant les 90 minutes, nous allons le faire contre le Ghana. On a peur d'aucune équipe. Ce n'est pas à ce niveau de compétition qu'on va avoir peur d'une équipe. Et puis, nous n'avons pas demandé à rencontrer le Ghana ou qui que ce soit. Voilà, nous on va continuer à jouer sur nos qualités, à savoir le mental et l'unité. Je pense qu'aujourd'hui, en restant comme soudés comme on le fait depuis le début de la compétition, on peut se qualifier pour la finale.